bonjour. Quand on regarde l'actualité télévisuelle, journalistique, radiophonique, on a l'impression qu'au Proche-Orient, il y a une série de problèmes qui découlent de rancœurs profondes, d'animosités extraordinairement graves. Et on a un peu de mal à remettre un peu les choses en perspective. Les journalistes, mais ça n'est pas un reproche que je leur fais, restant focalisés sur le moment qu'ils décrivent, sans avoir toujours le temps de remonter aux racines pour expliquer d'où viennent les choses. Alors, les choses, il faut remonter il y a un siècle, au moment où la guerre de 14 éclate. Il y a un petit club qu'on appelle les puissances. On ne les nomme même pas. C'est-à-dire que ce sont quelques pays, la première d'entre elles, la plus grande, la première puissance du monde, la puissance prépondérante, l'hyperpuissance, dirait aujourd'hui le monde des médias, c'est la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui contrôle le fonctionnement du monde, et en particulier son contrôle financier est entre ses mains. Il y a une deuxième puissance, c'est l'Empire allemand, le Deuxième Reich, qui est la première puissance économique d'Europe. Si vous vous promenez dans Berlin, carte en main, et que vous regardiez un peu le paysage, les constructions, vous comprenez que ce pays, à un moment, a été extraordinairement puissant. Il est en passe de se faire détrôner comme première puissance industrielle du monde, c'est pour ça que j'ai insisté sur le rang européen, par les États-Unis, mais qui sont un outsider extraordinairement lointain. Les États-Unis ne contrôlent, à cette époque, ne possèdent matériellement, concrètement, à cette époque, qu'un tiers de leur puissance économique. Les deux autres tiers appartiennent précisément au club européen dont je suis en train d'énumérer les membres. La troisième puissance, c'est la France. Grâce à son épargne, l'alliance franco-russe était définie par mon ami René Giraud par l'expression suivante: le mariage d'une riche héritière bourgeoise avec un brave soldat moujik. Je trouve que ça résume assez bien les choses. Nous avons un argent fou, on ne sait pas quoi en faire, qui s'accroît tous les ans, mais que nous plaçons peu ou mal au regard de ce que donneront les années qui suivront, tout simplement parce que nous avons une certaine appréhension à le placer sur le marché boursier. La bourse inquiète le paysan français, il ne croit qu'au fonds d'État, et s'il y a plusieurs États, là, il est dans une croyance qui confine quasiment à l'absolu. Et nous assurons de cette façon les fins de mois de tous ceux qui ont besoin d'argent. Il faut savoir qu'en juillet 1914, alors que nous sommes en pleine crise internationale d'où va sortir la Première Guerre mondiale, c'est l'épargne française qui assure la trésorerie des banques allemandes au jour le jour. Et lorsqu'un ministre français fait remarquer à un directeur de banque: on est quand même au bord de la guerre avec l'Allemagne, vous continuez à leur prêter de l'argent à court terme, le directeur de banque lui répond très simplement: monsieur le ministre, si vous n'êtes pas content, nationalisez-vous, vous déciderez de la politique de la maison. Mes intérêts sont de continuer à prêter de l'argent aux Allemands. Il y a ensuite l'Empire russe. Alors c'est une puissance, mais une puissance fragile. C'est la Chine de l'Europe, comme on dit à cette époque, en reprenant l'expression qu'on appliquait à la France à l'époque de Napoléon Ier. La Russie est surtout riche de ses 100 millions d'habitants, et le rouleau compresseur russe en 1914 va montrer l'importance de la démographie. Mais c'est une industrie qui est aux mains de capitaux étrangers, elle a besoin des pièces de rechange qui viennent d'Europe occidentale, donc c'est un pays fragile. L'Empire austro-hongrois, la double monarchie, lui aussi avec ses fragilités, il rassemble des nationalités qui n'aspirent qu'à s'émanciper, et par conséquent, c'est de là que sort la guerre, la crise serbe. C'est une puissance, mais tout de même, puissance seconde. Elle a besoin de s'appuyer sur l'Allemagne. L'Italie, qui souffre d'un extraordinaire complexe de supériorité, j'ai l'air de m'éloigner du Proche-Orient, mais rassurez-vous, on va y venir. On ne la prend pas au sérieux. Pour nombre d'Européens, l'italien, c'est un joueur de mandoline à qui on ne peut pas faire confiance. Vous remarquez que les choses n'ont pas beaucoup changé. En Allemagne, on parle de l'Italie comme des pays du Club Med ou des Pigs.
c'est bien qu'il y a là des constantes qui pèsent et qu'il faut connaître si on veut comprendre l'actualité à laquelle on est confronté. Et puis il y a l'Empire ottoman, dont vous avez les limites tracées en violet, cette courbe extraordinairement sinueuse, qu'on appelle l'homme malade de l'Europe, qui a perdu quasiment toute sa partie européenne. La carte le montre mal, mais au-delà des détroits, il y a quand même Istanbul qui lui appartient encore. Mais ça ne va pas très loin, après c'est la grande banlieue, quoi. Il y a de quoi à peine se promener pendant un week-end. Tous les territoires qu'il possédait jusqu'à Budapest et aux portes de Vienne ont été perdus au fur et à mesure de l'histoire. Et il contrôle donc l'Anatolie, la Turquie actuelle, et puis un domaine arabe qui est englobé par cette courbe violette. Alors pourquoi l'homme malade? Ce pays a tenté de se moderniser. Les Tanzimat, le programme de réforme qui a été décidé à l'extrême fin du 19e, l'Empire turc voulant devenir une puissance et une puissance respectée, l'a conduit à considérablement s'endetter, mais au fur et à mesure qu'il réalisait un certain nombre de réformes, d'investissements, qu'il envoyait ses cadres se former en Europe, il a en même temps accru sa dette, et en gros, la France et la Grande-Bretagne, accessoirement quelques-unes des autres puissances, gèrent cette affaire, et l'Empire turc est tout de même très fortement contraint par les obligations financières qu'il a à l'égard de ses créanciers. Et à la veille de la guerre de 14, arrivent au pouvoir ce qu'on appelle les jeunes Turcs. C'est-à-dire de ces cadres, en particulier militaires, pour une bonne partie d'entre eux, qui ont été formés dans les universités européennes, qui décident véritablement de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, c'est-à-dire de se lancer dans un programme de réforme beaucoup plus rigoureux et essayer de faire de leur État une puissance. Or, il y a à cette époque, dans l'Empire turc, entre les deux composantes turques et arabes, ne confondez jamais les deux populations, un débat sourd dans le monde intellectuel. Pour les Arabes, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et dont ils ont pris conscience avec l'expédition de Bonaparte au moment de l'expédition d'Égypte pendant la Révolution, c'est le fait d'être passé sous l'autorité de Turcs qu'ils considèrent au fond comme une espèce de boulet et qui n'ont pas su porter, développer, assurer la pérennité de puissance de l'héritage arabe qu'ils avaient fait en s'emparant du monde arabe au moment de la prise du pouvoir par les Ottomans, à la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne. Et pour les Turcs, le boulet, ce sont les Arabes, qui les ont encombrés d'une religion dont finalement ils ne savent que faire. Les jeunes Turcs sont plutôt laïcs. Il y a aussi dans le monde arabe un certain nombre d'Arabes qui aspirent au choix de la laïcité. Et donc on est à peu près en passe de divorcer. Les Arabes vont chercher à se décoloniser des Turcs. Les Turcs se demandent si ça vaut la peine de s'encombrer encore longtemps de cet héritage arabe. Et la guerre éclate donc dans ce contexte international. Cet État se trouve donc entré en guerre. Pourquoi entre-t-il en guerre? Il n'a rien à voir avec l'assassinat de Sarajevo. Mais quand la guerre générale éclate au début du mois d'août 1914, les Turcs se disent que est-ce que ça vaut la peine de rester hors de la guerre? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux entrer en guerre pour essayer à la conférence de la paix d'obtenir un certain nombre d'avantages qui n'auraient pas forcément grand-chose à voir avec les raisons pour lesquelles la guerre a éclaté, mais qui permettraient de participer à la reconstruction du monde. Il faut savoir qu'une négociation de paix dans la tradition du 19e, c'est souvent l'occasion de vastes réaménagements politiques et territoriaux, géopolitiques, dirait-on aujourd'hui, ce qui conduit le roi du Piémont à entrer dans la guerre de Crimée pour pouvoir faire progresser la cause de l'unité italienne. Vous m'accorderez qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre l'unité italienne et la guerre de Crimée, mais pour le roi du Piémont, c'est un moyen de faire connaître un dossier qui l'intéresse.
Alors quel est le dossier qui intéresse l'Empire ottoman au point d'entrer en guerre? Il se dit que s'il entre en guerre et qu'il soit dans le camp du vainqueur, il peut peut-être se débarrasser des dettes qu'il a à l'égard de ses créanciers, supprimer les capitulations, c'est-à-dire les droits qu'il a été obligé de concéder aux Européens depuis Soliman le Magnifique à l'époque de la Renaissance, et par conséquent recouvrer une bien plus complète souveraineté de l'État. À partir de là, vous voyez tout de suite dans quel camp il entre en guerre. S'il veut se débarrasser de la dette, je disais il y a un instant que ses deux principaux créanciers sont la France et le Royaume-Uni, il doit obligatoirement entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne. Alors il ne le fait pas très ouvertement, il a hérité de 2 navires allemands, il s'en sert pour bombarder des navires anglais. Immédiatement, le choix est fait. Il est en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, et il se retrouve en butte à l'hostilité franco-russo-britannique. Pour les Anglais qui ont été jusqu'alors le protecteur de l'Empire ottoman, les choix sont clairs. Cet homme malade de l'Europe, protégé par la Grande-Bretagne jusqu'en 1914, doit dorénavant être puni. Il faut absolument réfléchir à ce que va être l'avenir de l'Empire ottoman lorsque la guerre terminée, on l'aura gagnée, et qu'il faudra lui présenter la facture, si vous passez cette expression un peu familière. Car quand vous entrez en guerre, vous partez toujours avec l'idée que vous allez la gagner, sinon il vaut mieux ne pas la déclarer. Je pense que là-dessus, on sera d'accord. Donc, les Anglais réfléchissent, c'est pour eux un front important. La France n'a quasiment jamais été présente au Proche-Orient. Pour nous, la guerre de 14 se limite à la frontière qui va de la mer du Nord à la frontière suisse. Nous ne débarquerons des troupes que dans le courant de l'été 1918 au Proche-Orient, de façon significative. C'est véritablement un front qui reste, pour l'essentiel, britannique et accessoirement russe. Donc, les Anglais se mettent à réfléchir et comment on va pouvoir se partager, en quelque sorte, cet énorme territoire que constitue l'Empire ottoman. Alors, je vais me débarrasser rapidement, parce que ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse, mais que les choses soient à peu près claires. Quand vous regardez la Turquie actuelle, l'Anatolie, à l'extrême ouest, vous avez une partie qui est promise à l'Italie. L'Italie souffrait depuis longtemps de ne pas être une puissance coloniale. Français et Anglais s'étaient partagé le monde sans trop penser à en donner une part aux Italiens, donc on va leur donner une compensation. On va leur donner l'Anatolie occidentale, ça ils seront contents, ils viennent de mettre la main sur la Libye en 1911. Les Russes se verraient bien prendre la partie orientale de l'Anatolie, donc les hachures en orange. On est dans la continuité du territoire de l'Empire russe. Et puis, il y a quand même le partenaire majeur de la Grande-Bretagne, qui est la France. Donc, on va signer les accords Sykes-Picot en 1916. Rassurez-vous, j'ai donné à Mme Guiboya une chronologie que vous aurez, ça vous permettra de remettre les choses en place. Donc la partie que vous avez en violet se décompose en 2 morceaux. L'aplat violet, ce qui est tout à fait au nord, qui avance très largement en Anatolie en direction du nord, sera une zone placée sous administration directe française. La partie hachurée sera une zone d'influence française. Vous remarquerez qu'à l'époque des accords Sykes-Picot, nous avons Mossoul. Retenez bien ça, on en aura besoin tout à l'heure. Et puis il y a une partie verte. Les Anglais auront en administration directe la partie la plus orientale, sud-orientale de l'Empire ottoman, et une zone d'influence avec les hachures verticales. Il se réserve évidemment la Palestine. Il n'est pas question de laisser quiconque s'installer à proximité du canal de Suez. Car, outre que cette région appartient à l'Empire ottoman dont on est en train d'organiser le partage, nous sommes là dans une région stratégique essentielle. Le canal de Suez est vital pour l'économie britannique. Sans le canal de Suez, vous accroissez la durée du trajet en direction de l'Inde, qui représente tout de même 75% de la puissance économique de la Grande-Bretagne, dans des proportions qui sont économiquement insupportables. Donc il n'est pas question que la Grande-Bretagne perde
le contrôle de Suez, encore moins pendant la guerre, mais a fortiori après la guerre. Le problème, c'est que l'Empire turc est peut-être une puissance qu'on qualifie d'homme malade de l'Europe, et peut-être un pays qui a quelques difficultés, c'est tout de même un pays qui fait partie du club des puissances, qui a une armée digne de ce nom, qui est capable de se battre, et qui est bien décidé à rendre la vie des Anglais extraordinairement difficile dans la région. Je ne rentrerai pas dans le détail des événements militaires, ça n'a guère d'intérêt, mais il faut savoir que jusqu'en 1917, on se bat quasiment sur le canal de Suez. C'est-à-dire que les Ottomans ont été à peu près capables d'assurer la défense de leur territoire jusqu'à la presqu'île du Sinaï. Toute la partie, là, cette espèce de longue bande qui est là, avec les villes saintes de l'islam, va rapidement leur échapper. Mais jusqu'à Aqaba, les Anglais auront énormément de mal à remonter. Ils n'entreront à Damas, et encore ce sont les troupes arabes qui entreront à Damas, qu'à l'été 1918. Jérusalem n'est prise qu'à la fin de l'été 1917. Donc cette guerre est une guerre dure, qui va rendre la vie des populations extraordinairement difficile, mais dans laquelle les Turcs sont décidés à vendre chèrement leur peau. Donc le fait de s'être partagé pour plus tard, quand la paix aura été rétablie, l'empire entre Français et Britanniques n'apporte pour l'instant rigoureusement aucun secours aux Anglais. Et s'ils pouvaient trouver localement des hommes pour venir les aider, ça serait le bienvenu. Je vous rappelle que les Anglais vont faire la guerre de 14-18 jusqu'en 1917 sur la seule base du volontariat. La conscription ne sera imposée aux jeunes Britanniques qu'après l'été 1917, sauf aux Irlandais, pour des raisons que je n'approfondirai pas parce que je pense que vous les connaissez. Mais jusqu'en 1917, il n'y a que des volontaires qui se battent. Donc trouver d'autres soldats serait pas mal. Et on se souvient que Arabes et Ottomans, ce que je vous disais en introduction, ne sont pas en très bons termes et que chacun des deux groupes ne verrait qu'un avantage à se séparer des autres. Les Anglais entrent donc en contact avec le roi Hussein qui gouverne pour le compte du sultan la zone qui est au nord de Médine. Une partie du Nejdj, une partie est englobée là, dans l'Arabie Saoudite, mais à l'époque, le nord de l'Arabie Saoudite est contrôlé par Hussein. MacMahon entre en contact avec Hussein et lui fait miroiter, puisque, lui dit-il, vous aspirez à vous débarrasser du colonisateur ottoman, que diriez-vous de devenir le souverain d'un grand royaume arabe, dont évidemment vous seriez le roi, puisque vous négociez avec moi, lorsque la guerre terminée et l'Empire ottoman battu, nous aurons la possibilité de disposer de toute la zone de peuplement arabe qui, pour l'instant, est soumise aux Ottomans. Réflexion faite, Hussein lui dit « ça n'est pas une mauvaise idée, j'ai simplement un voisin un peu agité, qui est le roi d'Arabie Saoudite. » Alors, vous pouvez voir que l'Arabie Saoudite est représentée curieusement comme une espèce de turbine ou un réacteur d'avion avec des flèches en position centrifuge. C'est que tout simplement, c'est quelque chose qui ressemble au ballon que vous receviez enfant quand vous alliez acheter des paires de chaussures. Si vous soufflez fort, il se gonfle, si vous avez moins de force, ça rétrécit. Ça dépend du succès militaire du roi sur un certain nombre de tribus qu'il soumet ou qu'il ne soumet pas. Mais il n'y a aucune frontière à l'Arabie Saoudite. La seule frontière qui soit grossièrement tracée, je dis bien grossièrement, c'est la ligne violette qui limite la zone contrôlée par l'Empire ottoman. Il lui dit, si j'engage les tribus bédouines à vos côtés, il y a de grandes chances qu'il en profite pour essayer d'étendre son royaume, qui en est à sa deuxième construction, il a déjà disparu une fois. De surcroît, il est capable de s'emparer des deux villes saintes dont j'assure le contrôle pour le compte du sultan, qui est calife. Et le roi d'Arabie Saoudite et ses tribus n'ont pas le droit
de faire le pèlerinage de la Mecque, car le wahhabisme a été exclu au XVIIe siècle de l'islam comme hérétique. Donc vous voyez, un hérétique s'emparant des villes saintes, ça pose un problème. Les Anglais disent à Hussein qu'à cela ne tienne, on doit pouvoir trouver une solution. Je vous disais tout à l'heure qu'ils contrôlent le système mondial international. Ils entrent donc en contact avec Ibn Saoud en lui disant, écoutez, Majesté, si vous acceptez de ne pas tenter de vous emparer des territoires que contrôle Hussein, shérif de la Mecque, et de ne pas mettre la main sur les deux villes saintes de l'islam, la Grande-Bretagne vous verse une allocation de 5000 livres sterling tous les mois. Alors vous allez me dire, 5000 livres sterling, c'est pas un livre. Pour acheter une livre sterling en 1914, il faut débourser plus de 25 francs. 25 francs, 22. Il s'agit de francs or. Un franc or 1914, c'est un peu plus de 3 € aujourd'hui. Donc, pour avoir une livre sterling, il vous faut 3 fois 25 francs. Donc, vous multipliez en euros, ça fait une somme assez coquette. Et le contrat va marcher. Donc, chez les Hachémites, la famille d'Hussein de Jordanie, plus tard, quand la Jordanie sera créée, on se met au travail, et à la fin de l'année 1916, les tribus bédouines entrent en guerre aux côtés des Anglais contre l'Empire ottoman. Entre-temps, on a également plus ou moins laissé entendre aux Kurdes qu'on pourrait les doter d'un État. Car vous voyez qu'on fait à peu près ce qu'on veut quand on est anglais ou russe en Perse. Regardez la carte de Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. La Perse est un pays souverain, indépendant, jamais colonisé. Mais enfin, elle est souveraine et elle fait ce qu'elle veut dans le tiers central. Dans le tiers septentrional, qui est toujours en hachure orange, elle fait ce que le tsar veut bien lui laisser faire. C'est une zone d'influence russe. Et dans le tiers méridional, sud-est, elle fait ce que les Anglais veulent bien lui laisser faire. C'est une zone d'influence britannique. Donc, on a dit aux Kurdes, dont la population se trouve à la fois sur l'Empire ottoman, sur la Perse et sur la partie anatolienne de l'Empire turc, qu'éventuellement ils auraient une extension. On a également promis quelques territoires à la Perse. Donc il y a là des choses extraordinairement complexes. Vous allez dire, mais cette diplomatie britannique est folle. Non. Les Anglais, dans l'instant, ont absolument besoin d'alliés, ont besoin d'avoir des forces, et par conséquent, ils ont essayé de trouver le moyen de conduire la guerre. Ils vont ajouter une dernière pièce au puzzle qui va nous faire rentrer directement dans la question. En 1917, unilatéralement, sans consulter aucun de leurs alliés, le Foreign Office rend public la déclaration de Balfour. Le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté ne verrait que des avantages à la création en Palestine d'un foyer national juif. Immédiatement, la France et l'Italie demandent à Londres 2 précisions. Qu'est-ce que vous entendez par foyer national? Est-ce qu'on va vers la création d'un État? Ou est-ce que c'est autre chose? Et deuxième question, quid des droits civils et surtout politiques des populations déjà présentes en Palestine? Le mythe d'un pays sans peuple pour un peuple sans terre, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, ne marche pas ni au Quai d'Orsay, ni au ministère des Affaires étrangères italien. La France et l'Italie n'auront jamais de réponse. Personne n'est capable véritablement d'expliquer la déclaration Balfour. On a quelques pistes d'explication, mais on n'a pas véritablement de certitude pour comprendre pourquoi cette déclaration a été faite par le gouvernement britannique. Enfin, les Anglais n'ont aucune intention d'appliquer forcément tous les accords. Le seul qu'ils sont décidés à appliquer, c'est Balfour. À partir de 1918, ils se demandent comment ils vont bien pouvoir faire pour ne pas appliquer Sykes-Picot avec la France. Et en même temps, ils réfléchissent à quelle compensation pourraient-ils donner à Hussein pour ne pas créer le grand royaume arabe. Car entre-temps, et j'y viendrai dans un instant en vous disant 2 mots du pétrole,
le pétrole est en train de prendre une place particulièrement importante. La consommation de pétrole dans le monde à la veille de la guerre de 14, c'est insignifiant. Si vous avez fait attention au tableau quand on faisait les essais que vous avez passés, il y a 20 millions de tonnes consommées dans le monde. Ça n'a aucun sens, c'est rien. Epsilon. La guerre montre que véritablement c'est une énergie d'avenir. Or le pétrole n'est pas aussi présent qu'on le sait aujourd'hui dans l'esprit des gens. À l'époque, le pétrole se cantonne essentiellement entre Mossoul et le Golfe et en bordure du Golfe. En Perse également, mais en Syrie, on ne sait pas encore qu'il y a du pétrole, on ne sait pas qu'il y en a au large de la Palestine, on ne sait pas qu'il y en a au large du Caire. C'est pour l'instant dans la partie nord-est de la portion arabe de l'Empire ottoman. La guerre terminée, il faut essayer de mettre, si j'ose dire, tout cela en musique. Or, ce ne sont pas les Européens qui contrôlent la conférence de la paix. Depuis 1917 est rentré en jeu, dans le jeu belliqueux, un partenaire nouveau, les États-Unis d'Amérique, auquel la guerre a d'abord permis de racheter l'intégralité de ce qui était aux mains des capitaux européens, ou presque, car il a bien fallu payer ce qu'on leur achetait. On l'a donc payé avec les titres que l'on possédait, soit qu'on les ait vendus, soit qu'on les ait échangés. Ils se sont extraordinairement enrichis, non pas en nous fournissant du matériel, ils en sont incapables, mais en nous fournissant les moyens de construire ces matériels. Quand on a voulu leur faire construire le canon de 75 français, ils n'ont pas pu le faire, mais par contre ils nous ont fourni l'acier nécessaire pour en produire. Et Wilson a bien l'intention de fixer dorénavant la règle du jeu. Quand vous êtes la puissance prépondérante, c'est vous qui décidez comment on joue, selon quelles règles. Il en donne d'ailleurs avec la brutalité dont sont capables les Américains. Enfin, c'est à la fois une brutalité, une naïveté, une sincérité qui, pour un Européen en général un peu plus retors dans les relations diplomatiques, est quelque chose d'assez désarmant. À la fin de l'été 1918, en présence de l'ambassadeur de France, alors qu'il l'évoque à grands traits, comment il voit l'organisation du monde au lendemain de la guerre, un de ses ministres lui dit « Mais monsieur le Président, croyez-vous que les Européens vous laisseront mettre en place un tel programme ?» Et Wilson, je ne sais pas s'il a relevé ses lunettes, le regarde d'un air amusé, en lui disant « Dois-je vous rappeler que financièrement, nous les tenons. Qui paye, comment ? Car non seulement nous avons vendu ce que nous possédions aux États-Unis, mais nous nous sommes assez considérablement endettés. La guerre, c'est cher. La France l'a payé, l'a faite, en s'endettant et en créant de la monnaie sans savoir si elle avait la contrepartie. C'est le début de l'effondrement du franc, dont nous ne nous sommes toujours pas relevés. Donc, la guerre se termine en 1918, et Wilson annonce qu'il viendra présider personnellement la conférence de la paix. Bon. Donc d'abord, il faut attendre qu'il vienne. Aujourd'hui, ça vous paraît tout à fait anodin qu'un président des États-Unis vienne pour présider une conférence en Europe. À l'époque, on vient en bateau. 8 jours. La guerre se termine le 11 novembre 1918, mais en janvier, il est tenu de prononcer devant le Congrès le discours sur l'état de l'Union. Donc il n'est pas question qu'il parte avant janvier 19. Vous ne quittez pas la première puissance du monde quand vous êtes le chef de l'exécutif pendant une durée indéterminée. Donc il faudra qu'il retourne de temps en temps aux États-Unis. Autant vous dire que la conférence de la paix va s'échelonner dans le temps. De surcroît, il arrive avec des idées personnelles, car il en a. Il y a toujours un peu tendance en Europe à considérer les Américains comme des imbéciles, ce qui est totalement idiot. Il y en a, bon, autant que chez nous, mais il y a aussi des gens qui réfléchissent, et Wilson a quelques idées. Il décide que ces Européens, qui ont un peu trop tendance souvent à se faire la guerre, on va leur imposer une new diplomatie, une diplomatie au grand jour, où on va clairement dire ce qu'on négocie, ce à quoi on aspire, ce qu'on veut faire. Et on va y mettre un peu de droit.
Comment termine-t-on traditionnellement une guerre en Europe? À la fin de la guerre, le vainqueur, à la louche, fait une évaluation de ce que lui a coûté la guerre, de ce qu'il faut y ajouter pour affaiblir un peu l'adversaire qui vient de demander la paix, de façon à ce qu'il ne cherche pas à prendre sa revanche. On impose une indemnité de guerre, et les affaires sont claires. Là, on va jouer sur la responsabilité, on va évaluer, il va falloir payer des réparations. Donc, vous voyez que cette conférence de la paix va être quelque chose d'énorme. Si je résume, il va d'abord falloir créer la SDN. Wilson exigera que ce soit la première démarche de la conférence et que le texte qui crée la SDN soit inclus dans le traité de Versailles. Il va falloir rétablir la paix en Europe, c'est énorme. Et il y a aussi à s'occuper de ce Proche-Orient. Mais ce Proche-Orient est lointain. Clémenceau ne le connaît pas. Et Clémenceau est obsédé par les relations franco-allemandes. De sorte que la Grande-Bretagne a d'une certaine manière assez largement les mains libres. Elle va donc commencer par essayer de neutraliser le français. Nous sommes obsédés à l'époque par notre sécurité. La guerre nous a coûté cher, en argent, en hommes. On est parfaitement conscient d'être affaiblis. Nous devons assurer notre sécurité face à l'Allemagne. Donc il n'est pas question de nous couper des Britanniques. À la limite, même si c'est contre ce que nous souhaitons, on finira par céder aux Britanniques pour rester des alliés indéfectibles. Et depuis 1914, nous sommes des alliés indéfectibles des Britanniques. Donc, Clémenceau va se retrouver confronté aux exigences allemandes. Mademoiselle, si vous voulez bien me mettre la deuxième carte, ça me rendra les plus grands services. Merci. On va redessiner ces deux taches vertes. Voilà ce que donnent les mandats. Alors, tout cela ne sera réglé qu'en 1920-22. Le traité de paix est signé en juin 19. Vous voyez que le Proche-Orient est vraiment largement déconnecté. Comment ? Voilà. Le traité de paix est largement déconnecté. Oui, on poursuit. Enfin, à moins que ça détruise l'ordinateur, mais ma clé USB ne risque rien. Donc, si vous voulez, le traité de paix est signé en 19. La conférence de San Remo va finir par tracer le contour des mandats. Et en 22, la SDN avalisera le contour des mandats. Entre-temps, Mustafa Kemal Atatürk, je me débarrasse de l'Anatolie, je n'y reviendrai plus. Quand Mustafa Kemal apprend quel traité la Turquie, enfin l'Empire ottoman est obligé de signer, il décide de renverser le sultan et il va sauver la Turquie en la rétablissant dans les frontières que vous lui connaissez aujourd'hui et imposer aux Alliés de signer un deuxième traité, de sorte que l'Italie n'aura jamais rien de l'Anatolie, les Arméniens n'auront pas d'État arménien, la Russie ne percevra rien dans l'est de l'Anatolie et les Ottomans retrouveront un État qui est tout de même plus viable que ce qu'on a envisagé de leur laisser. Si on revient au mandat, vous voyez que le mandat français a assez sensiblement rétréci. D'abord parce que la Turquie va reprendre une partie de ce que nous avions au nord, et puis au fur et à mesure qu'on consommait du pétrole pendant la Première Guerre mondiale, les Anglais se sont aperçus que l'essentiel des gisements était dans le nord-est de l'Irak. C'est-à-dire que Mossoul est un grand centre pétrolier. Donc ils ont dit à Clémenceau, ça serait quand même bien si vous nous rendiez Mossoul, on va vous donner un peu plus de la Syrie vers le sud. Clémenceau ne sait même pas où est Mossoul. L'ambassadeur de France a surpris Clémenceau et Lloyd George, accroupis sur une carte topographique, essayant de voir un peu où étaient les villes qu'ils étaient en train d'échanger au Proche-Orient. C'est vous dire si beaucoup de choses ont été improvisées. Donc nous recevons le mandat sur la Syrie. La Syrie, à l'époque ottomane, qu'est-ce que c'est? C'est une région administrative qui va un peu plus au nord de la Syrie actuelle, des rives de l'Euphrate jusqu'à la Palestine. Mais ça n'est qu'une circonscription administrative. Il n'y a jamais eu d'État syrien, sauf si vous remontez à la période antérieure à Jésus-Christ, à la grande époque de l'expansion égyptienne. Et elle a un mandat, créer le Liban. Créer un Liban en prenant la région administrative qui s'appelle le Liban et en l'élargissant aux dimensions d'un État
pour permettre aux chrétiens de la région d'avoir en partage avec d'autres confessions une nation. Les Anglais se voient confier un vaste territoire qu'ils vont rapidement couper en deux pour faire un État irakien et un État jordanien. Et la Palestine qui est sous mandat international, mais qui en fait est sous mandat britannique. Les Arabes ont-ils participé à ces conférences, à ces réunions? Oui et non. En 1919, Faisal, le fils d'Hussein, est à Paris à la conférence de la paix, où il rencontre Weizmann, le chef du mouvement sioniste international, et les deux hommes se mettent d'accord. Si le grand royaume arabe est créé, les Arabes ne voient aucun inconvénient à la création d'un foyer national juif en Palestine. Si le grand royaume arabe n'est pas créé, il n'est pas question que s'installe en Palestine un foyer national juif. Ils n'auront pratiquement jamais plus leur mot à dire. Les Américains tenteront bien, parce que la conférence de la paix le leur demande, dans une commission appelée la commission Crane, C-R-A-N-E, d'essayer de proposer les moyens de surmonter ces difficultés et surtout de les rendre compatibles avec le problème des mandats. On ne tiendra aucun compte des propositions états-uniennes puisque les États-Unis, ne ratifiant pas le traité de Versailles, vont dès 1920 être mis hors jeu. C'est très grave qu'un système mis en place par un État voit cet État immédiatement sortir du jeu diplomatique. Ils ne sont pas membres de la SDN, ils décident de ne plus trop se mêler des affaires européennes, sauf pour récupérer l'argent que les Européens leur doivent. Le système part véritablement sur des bases extraordinairement bancales. Alors, comment se met en place le conflit entre Arabes et Juifs en Palestine? Les Anglais ont donc un mandat sur la partie hachurée en vert, plus le mandat sur la Palestine. Des Juifs qui sont prêts à jouer la règle du jeu que les Anglais vont fixer, des Arabes qui ne veulent entendre parler d'autorité britannique que si on les débarrasse du foyer national juif en train de se mettre en place. Ça n'est pas simple. Il faut y rajouter un dernier paramètre. La Grande-Bretagne ne s'est pas ruinée autant que la France dans la guerre de 14, elle ne s'y est pas pour autant enrichie. Et par conséquent, elle voudrait que les responsabilités qu'elle va avoir à prendre au Proche-Orient lui coûtent le moins d'argent possible. Elle met donc en place, pour la Palestine juive, un système qui est le suivant. On crée une agence juive qui va être l'interlocuteur du mandataire britannique. Cette agence représente en gros, si vous voulez, l'esquisse d'une administration, pas d'un gouvernement. Elle n'a aucun droit de décision, elle applique les décisions que les Britanniques décident de mettre en application, elle a tout de même le droit de faire des propositions. Grâce aux fonds qui sont envoyés par le mouvement sioniste, elle va acheter un certain nombre de terres, installer des colons, selon la règle fixée par Theodor Herzl en fondant le mouvement sioniste, pas de travail salarié, le juif va cultiver lui-même la terre et essayer de faire en sorte d'être totalement autonome, pour ne pas dire indépendant, dans les territoires qu'il administre. En principe, elle n'a aucun pouvoir de détention d'une force quelconque de sécurité. Compte tenu des comportements violents assez rapides d'un certain nombre de populations arabes, les Anglais vont tolérer des forces d'autodéfense en feignant d'ignorer leur existence, mais en étant capables parfois de s'en servir, ce qui leur évitait d'engager des troupes. Ils vont immédiatement, et à la tête de cette agence s'installe Ben-Gurion, qui va y rester jusqu'à la proclamation de l'État d'Israël. En face de cette agence, les Anglais voudraient bien mettre en place une agence arabe. Ils vont donc multiplier les démarches auprès d'Hussein, de façon à obtenir l'équivalent, parce que ça leur permettrait de ne pas avoir à gérer les deux zones, la grande zone qu'ils ont, qui vont diviser en deux. Comme ça ne marchera pas, ils vont créer deux États auxquels ils vont donner la souveraineté sous contrôle britannique et avec une permanence de forces britanniques, mais ils n'obtiendront jamais l'indépendance arabe.
la collaboration arabe et une agence arabe. Et les choses vont se dégrader progressivement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'est-ce que j'appelle se dégrader progressivement? Il y a d'abord en 1920 une première série d'incidents graves accompagnés de morts d'hommes. Des colons juifs sont tués par leurs voisins arabes à l'occasion d'une fête religieuse, ce qui conduit les Britanniques à un premier livre blanc, qui est en fait un livre bleu, ce que nous appelons livre blanc, les Anglais appellent ça livre bleu, dans lequel ils réaffirment leur volonté de maintenir la balance égale entre les deux populations, de veiller à ce que l'immigration juive en Palestine ne soit pas excessive, et de faire en sorte de préserver les intérêts arabes. Il y a une deuxième série d'incidents au début des années 30, qui donne lieu à un deuxième livre. Et là, on sent que les Anglais se séparent, sont en train de commencer à se détacher, c'est plus exact que se séparer, commencent à se détacher des intérêts juifs pour ménager les intérêts arabes. Ils introduisent une première restriction à l'immigration juive, de façon à rassurer les Arabes. Et lorsqu'en 1936 éclatent les incidents les plus graves, qui vont durer pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le troisième livre blanc en arrive à interdire l'immigration juive. Les Anglais mettent un terme à l'immigration juive et à très sérieusement limiter les transactions foncières. De sorte que quand la Seconde Guerre mondiale éclate, on se demande comment les choses vont se terminer. Les deux populations vont jouer le jeu de la fidélité, chacun ayant compris que compliquer la tâche des Anglais serait extraordinairement contre-productif. Les Juifs font de la Seconde Guerre mondiale, en créant une unité militaire, un moyen de créer un embryon d'armée et de lui donner un entraînement, mais un entraînement en grandeur réelle. À part la tentative de coup de force en Irak et le voyage du grand mufti à Berlin, la grande majorité de la population arabe est restée fidèle aux Anglais, a accepté de participer à l'effort de guerre, mais davantage dans le secteur logistique que dans le secteur combattant. Mais quand la Seconde Guerre mondiale se termine, les Anglais n'ont qu'une obsession, c'est épouser le point de vue arabe, car dorénavant, le pétrole a fait la preuve de son importance, et il s'agit d'essayer de préserver les intérêts britanniques. De sorte que, quand la guerre se termine, les Anglais d'abord ne tiennent absolument psychologiquement aucun compte de l'hypothèque de la Shoah. Ne faites pas de confusion. L'hypothèque de la Shoah dans la gestion des affaires dans lesquelles l'État d'Israël est impliqué ne sera importante qu'après 1967. Et si vous voulez le comprendre, vous lisez le petit bouquin de Finkelstein, L'industrie de l'Holocauste, et vous avez une analyse avant, c'est quasiment de silence. Et lorsque l'exodus arrivera, les autorités britanniques renverront le bateau sans le moindre scrupule. Pour eux, ça n'est pas un problème. Ils ont décidé d'interrompre l'immigration juive. Ça n'est pas parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 en Allemagne qu'on va modifier la législation. Ce qui explique qu'à cette époque, la tension avec les Juifs devient très forte. Le terrorisme juif va coûter 500 000 victimes à la Grande-Bretagne, des sommes absolument considérables. Il n'y a pas que l'attentat à l'hôtel King David. La voiture piégée saute assez fréquemment dans les secteurs britanniques de la Palestine mandataire, parce que véritablement, les Juifs ont compris qu'ils n'ont plus rien à attendre de la Grande-Bretagne. Dorénavant, c'est les États-Unis qui vont risquer de leur permettre le plus efficacement de pouvoir avancer leur carte jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et en 1948, les Anglais, avec la plus grande mauvaise volonté, ont refusé d'appliquer le plan de partage. Ils ont appliqué la politique choisie en Inde. Ils ont indiqué la date à laquelle ils mettraient un terme unilatéralement à leur mandat, à charge pour Arabes, Palestiniens et communauté internationale de gérer les affaires. Ils ont effectivement tenu, et quelques heures avant le retrait de l'autorité britannique, Ben Gourion proclame la création de l'État d'Israël. Immédiatement, les États arabes entrent en guerre avec lui, et en 1949 est signée la série d'armistices. Les Juifs ne veulent pas signer la paix. Signer la paix suppose la fixation de frontières,
Et dès lors que ces frontières seraient violées, celui qui les viole devient l'agresseur. Un armistice est par définition une ligne qui se déplace au gré de l'évolution de la situation jusqu'à ce que l'on arrive à trouver une solution. Alors entre deux, avant d'en arriver, pour dire deux mots au pétrole, je pense que j'ai encore 5 minutes. Entre deux, qu'est-ce qui est devenu l'Arabie Saoudite? Je vous ai dit tout à l'heure, pour les Anglais, il faut que les affaires du Proche-Orient leur coûtent le moins cher possible. La guerre finie, ils ont cessé de verser à Ibn Saoud les 5000 livres sterling mensuels. Ayant plus son argent de poche mensuel, le roi Ibn Saoud considère qu'il est libre de ne plus tenir les engagements qu'il a pris, de ne pas s'emparer des 2 villes saintes. Il déclare immédiatement la guerre à Hussein, met la main sur les 2 villes saintes, janvier 1926. En fait, Mustafa Kemal a aboli le califat. Ibn Saoud a une première idée. Je me proclame calife. Et je deviens le chef de la communauté musulmane. Mais je suis hérétique, donc pour l'instant je suis exclu de la communauté. Et puis, en réfléchissant bien, il se dit que calife, est-ce que c'est tellement important? Quand le sultan, en novembre 1914, attaqué par la Russie, la France et la Grande-Bretagne, a lancé l'appel à la guerre sainte, quel a été le résultat? 0. Pas une population n'a bougé. À Paris, on s'attendait à l'apocalypse en Algérie. Il ne s'est rien passé. Les Anglais étaient très inquiets pour l'Inde. On s'est assis sur l'appel du calife avec une facilité déconcertante. Donc il se dit, ça serait peut-être mieux que je revienne dans le jeu religieux. En juin 1926, il convoque un congrès islamique qui lève la condamnation du wahhabisme, qui réintègre le wahhabisme dans l'islam sunnite et qui par conséquent autorise dorénavant les wahhabites à faire le pèlerinage de la Mecque. Comme il contrôle la ville sainte, il devient en fait, sans le titre de calife, le vrai chef religieux d'une fraction de l'islam. Et donc là, il a véritablement marqué un point assez extraordinaire. Enfin, derrière tout cela, il y a des enjeux pétroliers et financiers. Si vous me mettez le premier tableau, je vais en faire un commentaire rapide, mais c'est plus vraiment le problème israélo-palestinien. Voilà. Alors, vous voyez que au début, le pétrole, c'est peu. Mais la guerre de 14 fait faire un saut. Et puis en 1938, quand même, ça devient... Alors, je sais bien, c'est ridicule, hein. On est au-dessous de la consommation états-unienne au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour le monde entier, car c'est la production et la consommation dans le monde entier. Mais enfin, tout de même, ça a pas mal augmenté. Alors, vous pouvez me le relever, s'il vous plaît? Jusqu'à la Seconde Guerre... Ben voilà, merci. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le pétrole, c'est britannique. Jusqu'en 1939, les Anglais font ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle, en 1945, ils patronnent la Ligue arabe. Ils veulent être vraiment des protecteurs du monde arabe. Car qui dit ami du monde arabe, c'est véritablement l'accès au pétrole. Première exploitation 1909, l'Anglo-Persian Oil Company. Regardez le texte de l'accord, j'en ai extrait un passage. Le gouvernement impérial persan garantit gratuitement aux concessionnaires toutes les terres incultes appartenant à l'État que les ingénieurs du concessionnaire estimeront nécessaires. Tous les produits exportés seront libres de tous impôts et taxes pendant la durée de la présente concession. On va jusqu'en 69, c'est-à-dire avant-hier. C'est-à-dire qu'en gros, on a accès au pétrole gratuitement. On ne paie rien. Ensuite, en Mésopotamie, on a créé la Turkish Petroleum Company. Alors, à l'origine, elle est allemande. Les Allemands ont la construction du Bagdad-Ban, le chemin de fer qui va de Berlin à Bagdad en passant par Byzance. Et ils ont appliqué la règle qu'appliquent toutes les puissances européennes quand elles construisent une voie de chemin de fer dans un pays qu'elles vont coloniser. Elles demandent le droit de prospection sur une profondeur qui est variable. On décide ça en fonction d'indices qu'on peut avoir, en fonction de faiblesse du partenaire, mais en général, on demande à prospecter au moins sur 30 km à droite
et 30 km à gauche de la voie ferrée qu'on construit. Si on trouve quelque chose, la voie ferrée est là pour l'évacuer, c'est quelque chose d'assez facile à exploiter. Donc les Allemands ont obtenu, le long de la voie du Bagdad-Ban, le droit de prospecter 30 km d'un côté, 30 km de l'autre. Les Anglais se disent, oh là là, il ne faut sûrement pas qu'on laisse les Allemands s'installer dans le pétrole mésopotamien. D'abord, le Persan est proche, il pourrait y avoir des contaminations, et on ne peut pas laisser l'Allemagne prendre un tel avantage. Donc la compagnie allemande, sous la pression de la Grande-Bretagne, se transforme dans la forme de la Turkish. Les Anglais ont 45% du capital, les Allemands 25%, les Pays-Bas 25%, les Anglais ont 45% parce que les Pays-Bas sont présents par l'intermédiaire de la Shell, mais la Shell est en partie à capitaux britanniques, ce qui augmente la part britannique. Et puis vous avez l'homme qui a facilité les choses, Gulbenkian, qui est un citoyen du futur État irakien, qui a 5% du capital, ce qui lui permet de vivre assez confortablement sans avoir à se soucier de l'avenir et sans avoir grand-chose à faire. Cette compagnie, à la veille de la guerre de 14, a une production qui est partagée en 3 tiers. Un tiers sert à ravitailler la marine allemande, un tiers sert à ravitailler la marine britannique, le 3e tiers est vendu sur le marché. Il faut procéder donc à une réorganisation après la guerre. Si vous me mettez la fin, je vous remercie. Après la Grande Guerre, il faut remettre de l'ordre. Merci. Donc, Oman est sous protection britannique en 1925. Darcy, celui qui avait négocié le contrat avec les Persans, donc capitaux britanniques, crée la Darcy Exploitation Company et se met à tirer un peu de pétrole du sous-sol d'Oman. La Mésopotamie est devenue l'Irak. Donc en 1927, on a réorganisé le capital. Comme les Allemands ont perdu la guerre, ils ont perdu 25% du capital de la compagnie. On s'est partagé. Alors, on se l'est partagé entre la POC, la Shell, la CFP et la Near East. La Shell, c'est la part néerlandaise. La POC, c'est l'Anglo-Persian Oil Company. La CFP, c'est l'ancêtre de Total, compagnie française des pétroles. C'est la grande loi Poincaré. En même temps qu'il crée la CFP et qu'il entre au capital de l'Iraq Petroleum Company, il impose à tout opérateur sur le sol français dans le domaine pétrolier d'avoir des stocks permettant de couvrir 3 mois de consommation. Nous sommes un des rares pays à avoir ce type de garantie. C'est à cette occasion-là que Poincaré fait voter la loi et Gulbenkian, évidemment, qui garde ses 5%. Le Koweït, sous protectorat britannique, concède aux grands bretons. Alors, vous avez oublié la Near East. C'est parce que je veux faire le lien avec l'Aramco. Les États-Unis sont un gros producteur de pétrole à cette époque. Non seulement ils couvrent leurs besoins, mais ils en vendent. Mais tout de même, le pétrole du Proche-Orient les intéresse. Et ils font valoir que, étant partie prenante à la guerre, les Britanniques vont réussir à les tenir en marge. Et ils n'en vont avoir que la participation de la Near East. La Near East, c'est un regroupement financier qui rassemble les 5 majors pétroliers états-uniens. Donc ce sont eux qui sont porteurs des 23 à 75% qui ont été concédés aux capitaux états-uniens dans le capital de l'Irak. Alors ils vont avoir une compensation. À l'époque, on ne sait pas trop s'il y a du pétrole en Arabie Saoudite. On pense que oui, les indices sont assez prometteurs, mais Ibn Saoud n'en extrait pas. Mais les États-Unis, qui sont chassés, entre guillemets, de l'ancien empire ottoman par la vigilance britannique, qui savent que, privé de ses 5000 livres, Ibn Saoud n'est pas forcément dans les meilleurs termes avec les Britanniques, les États-Unis approchent Ibn Saoud et ils créent en 1933 l'Aramco, Arabian and American Company, qui en 1938 se met à extraire du pétrole, qui en obtient le monopole, qui sera confirmé en 1945 lorsque Roosevelt et Ibn Saoud échangent une correspondance dans laquelle Roosevelt s'engage à ne mener aucune politique contraire aux intérêts arabes et à assurer la sécurité du royaume d'Arabie Saoudite. C'est là le point de départ du lien fondamental qui unit le royaume saoudien
et la République des États-Unis d'Amérique. Et on continue dans cette politique de, certains diraient pillage, d'autres diraient de libre-service assez éhonté. La ligne rouge, c'est tout simplement la frontière de l'Empire ottoman. C'est la ligne violette que vous aviez sur ma première carte. On décide qu'à l'intérieur de cette ligne rouge, la prospection et l'exploitation est entièrement le monopole de l'Iraq Petroleum Company. Donc les Britanniques contrôlent bien, non pas la totalité, puisqu'elle est 23-75% états-unien, mais l'essentiel du pétrole de la région. Et quand vous regardez ce qu'ils se font concéder jusqu'en 2000, dans un État qui fait 447 000 km², si on arrondit globalement, 418 000 km² sont libres de prospection pour la compagnie. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait ce qu'elle veut. Alors c'est entre 45 et 60, la création de l'OPEP, que les pays vont récupérer, si vous voulez, la gestion du pétrole. Alors, pourquoi l'avoir présenté comme ça? Il n'y a aucun intérêt, me semble-t-il, à rentrer après dans le détail du conflit israélo-palestinien, parce que c'est toujours la même chose. À chaque fois que d'un côté, un partenaire donne le sentiment qu'il veut négocier la paix, il y a toujours quelqu'un qui s'arrange pour faire déraper le processus, relancer les hostilités, et on est reparti pour une phase d'affrontement jusqu'à une phase d'apaisement pendant laquelle on se met à soupirer désespérément à l'établissement de la paix. La seule fois où on s'est vraiment rapproché de la paix, c'est lorsqu'Yitzhak Rabin et Yasser Arafat ont signé des accords, après les accords d'Oslo, qui semblaient enclencher un processus de paix. Mais la raison est très simple. Pourquoi Israël a cédé? Il avait à l'époque besoin de la caution bancaire des États-Unis, et sans la caution bancaire des États-Unis, il ne pouvait pas obtenir les prêts dont il avait besoin. Il n'y a que les États-Unis qui détiennent la solution. Après, ce que je vous ai dit aujourd'hui, j'espère qu'il est suffisamment clair dans votre esprit que les Anglais sont grillés. Mener une politique aussi ambiguë, avec un pied dans chacun des deux camps. Vous allez me dire, mais avec un pied dans chacun des deux camps, ça permet de faire parler les gens. Oui, mais à condition de ne pas donner le sentiment aussi qu'on les utilise un peu trop. La France ne pèse rigoureusement plus rien. Elle est sortie du Proche-Orient dans des conditions calamiteuses entre 1943 et 1945. Là, je vous renvoie à ce que vous avez étudié de la Seconde Guerre mondiale pour que vous puissiez éclairer les choses. Et aujourd'hui, de toute façon, elle est incapable d'imposer quoi que ce soit. Alors, il n'appartient pas à un historien de prédire l'avenir, il ne se penche que sur ce qui s'est passé, ce qui est sensiblement plus rassurant et plus sûr. Mais on peut formuler des hypothèses. Dès le départ, dans le mouvement sioniste, derrière Jakubowski, il y a un parti qui est partisan d'Eretz Israël, c'est-à-dire la reconstitution du grand Israël. L'Israël, soi-disant décrit par la Bible, qui n'est en fait pas un document historique, donc ne prenez pas les successives strates de la Bible comme des documents authentiques. Et on peut se demander s'il n'est pas en passe de le gagner. Regardez l'allure de la Cisjordanie, la façon dont elle est imitée. Regardez le système de contrôle de l'espace. Aujourd'hui, pour aller d'ici à la Macu en Cisjordanie, il vous faut 2 heures à pied. Pour contourner le mur, passer les checkpoints, et pour peu qu'on durcisse le checkpoint, vous pouvez mettre 72 heures. Parce qu'on peut vous laisser au checkpoint pour une durée indéterminée. Mes étudiantes qui s'est ensuite lancée dans l'humanitaire a un jour passé quasiment 36 heures à un checkpoint, avant de pouvoir effectivement passer. Alors, vous allez me dire pourquoi les Arabes à un moment ne se sont pas dit bon, on va faire la part du feu et on va accepter l'État palestinien. Parce que vous avez tout simplement un désintérêt profond dans le monde arabe pour le problème palestinien, qui est la raison de la création au début des années 60 de l'OLP. Les Arabes se moquent éperdument des Palestiniens. La carte que je vous ai montrée, si vous pouviez me la remettre, la première, s'il vous plaît. La carte que je vous ai montrée en 1914, c'est un espace totalement libre. Voilà. Quand vous habitez à Istanbul, vous avez la possibilité de posséder des terres au large de Médine, voire sur la frontière du Yémen.
Et de temps en temps, vous allez voir ce que vos métayers font de vos propriétés foncières. La grande difficulté à laquelle ont d'abord été confrontées les populations arabes de cet espace, ça a été la fixation de frontières, qui ne sont pas terminées d'ailleurs. Entre l'Arabie Saoudite et le Koweït, il y a encore 5000 km de frontières à fixer. Et il y en a pas mal qui sont contestées. On a fragmenté un espace. Première chose qu'ont fait les grands propriétaires fonciers arabes, ça a été de réaménager leurs terres pour en rationaliser la gestion. Ils ne se sont encombrés d'absolument aucun scrupule d'appartenance ethnique ou religieuse. L'agence juive voulait acheter, ils ont vendu, ce qui leur a permis de racheter à d'autres propriétaires arabes. On a véritablement constitué des propriétés syriennes, irakiennes. Les deux États ont réussi à se construire. Ce que Daesh est en train de détruire avait finalement commencé à prendre forme. Mais un État, véritablement, pour se construire, a besoin de quelques siècles. Là, ils avaient réussi le tour de force en quelques décennies de le faire déjà commencer à exister. Donc, ils ont vendu des terres, et le problème des Palestiniens n'est pas leur problème majeur. Ce qui explique qu'autant de Palestiniens sont allés gagner leur vie dans les États du Golfe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et c'est parce qu'ils ont été excédés d'être en gros un instrument entre les mains des autres États arabes qu'au début des années 60, l'OLP se met en place. Et qu'à partir de ce moment-là, elle devient un enjeu. Les États conservateurs, les États progressistes tentent d'essayer de la contrôler et de la manipuler, mais ça contribue aussi à l'affaiblir. Alors que l'État d'Israël a véritablement une trajectoire précise, et je répète et je terminerai là-dessus, on peut se demander si finalement il n'est pas en train de préparer en quelque sorte la possibilité de gagner son pari. Alors j'espère, que je n'ai pas enfoncé trop de portes ouvertes, deux, que ça reste quand même compréhensible, mais je veux bien répondre à vos questions s'il y a des choses que vous voulez éclaircir, et je vous remercie de votre attention.